Il suffit que je vous cite quelques chiffres en fait pour que vous compreniez à quel point il y a urgence en France. En 2016, il y a 123 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Pourquoi on marche? Pourquoi on marche? Tout simplement. On marche pour rassembler. On ne veut plus qu'aucune femme victime de violence se sente seule. Les violences, elles isolent et la marche, elle va rassembler. Donc ça, c'est vraiment le premier point. On veut marcher tous et toutes ensemble autour des femmes concernées et vraiment faire bloc face aux violences sexuelles et sexistes. La grève a du sens quand on est un travailleur. C'est des revendications de femmes et pas en tant que travailleuse, en tant que femme. Alors après, là où ça l'a fait, c'est dans les mobilisations pour l'égalité salariale. Mais là, comme il était une question de salaire, on avait des travailleuses où les femmes ont décidé d'arrêter de travailler à 15h35 ou du moins de faire une pause. Donc dans ce cas-là, la grève pouvait avoir un sens. On a des grèves de femmes aussi dans l'histoire quand il s'agit de lutter contre les violences sexuelles au travail, qui sont une des formes des violences sexuelles. Il y en a plein, mais il y a des violences sexuelles au travail. Et là, comme il s'agit de rassembler contre toutes les violences sexuelles, que ce soit dans le cadre de la famille, etc., la grève de quoi en fait? Après, les femmes ont pu utiliser des grèves, d'ailleurs qu'elles n'ont pas utilisées, mais dans les mots, c'était présenté comme une grève, qu'on appelle la grève des ventres. Donc le refus soit de faire des enfants, soit même le refus de dire qu'elles refuseront toute relation sexuelle tant que les choses ne s'amélioreront pas. Parfois même, on est face à un cumul des violences, je dirais, c'est-à-dire que des femmes sont victimes de violences sexistes au quotidien, mais certaines ont des violences supplémentaires, comme le racisme, la lesbophobie, la grossophobie, le validisme, la transphobie, des violences liées à leur situation de précarité, des violences liées à leur âge, puisque nous, on parle aussi des enfants qui sont très concernés également par les violences sexuelles et sexistes. L'avantage de nous toutes, c'est que pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est justement très ouvert. Hein. C'est pas limité à ce qu'on appelle des fois le féminisme blanc. Et ça, c'est intéressant si c'est plus inclusif et si ça laisse la place à tous les mouvements de femmes, quoi. Ce qui sera intéressant de voir, c'est quel type de femmes manifestent, quoi. Est-ce que c'est alors les classes sociales, c'est difficile de les percevoir dans une manifestation parce que il n'y a pas de signe, mais est-ce que c'est que des femmes blanches ou est-ce qu'il y a des femmes racisées au milieu? Est-ce qu'il y a des femmes voilées ou pas? En plus de l'électrochoc, on aimerait un changement profond, c'est-à-dire que les gens s'emparent de cette thématique, que les gens se sentent concernés et dans leur entourage diffusent les outils pour détecter les violences, en parlent pour avancer et mettre un terme aux violences sexuelles et sexistes. Évidemment, ça se fait main dans la main avec des politiques publiques. Des mobilisations massives et importantes peuvent avoir des conséquences. Elles ont souvent des conséquences quand le pouvoir de toute façon était prêt finalement à lâcher dessus. Hein. Mais dans l'histoire des mouvements sociaux, quand il y a une vraie résistance du pouvoir, c'est plutôt des formes de blocage, de grève et des mouvements sociaux plus illégaux, pas forcément illégaux d'ailleurs, mais qui finissent par arracher des concessions. En 1936, c'est les grèves qui ont arraché les concessions, c'est pas les manifs. Hein. Il faut effectivement qu'il y ait du monde. Elle n'a de sens comme ça parce que, après, elle aura des conséquences ou elle n'en aura pas d'ailleurs en fonction de la pression qu'elle exercera. Et la seule pression qu'elle peut exercer, qu'elle veut exercer au demeurant, c'est la force du nombre.